C'est quand même super d'avoir Anaïs Bauchelade avec nous, hein. Merci beaucoup. On n'a pas pu beaucoup échanger, mais je me suis fait plaisir parce que j'ai relu tous vos albums. Alors, relu, c'est prétentieux. J'en ai relu beaucoup et j'en ai découvert d'autres. Voilà, parce que je n'avais pas tout lu. Et puis, je me suis permis juste un tout petit diaporama, parce que moi, je trouve, voilà, juste en introduction, parce que je trouve il résume ma vision, parce qu'on a chacun une lecture différente. Déjà, me rappeler que vous êtes auteure, illustratrice et éditrice, que vous avez à votre actif 52 albums, 26, non, 26. Si, non, mais c'est gentil de compter. Alors j'ai compté pour vous, parce que je sais que les auteurs n'aiment pas compter. Alors j'ai compté pour vous 26 albums que vous avez écrits et illustrés et 26 albums que vous avez illustrés. Ah non, ça c'est là les comptes sont pas bons, je pense. Alors les comptes ne sont pas bons. Pourtant, je me réfère. Non, j'en ai écrit et illustré une trentaine et le nombre d'albums que je n'ai que illustrés est tout petit à côté. Et tout petit. Ouais. Alors il faut que je dise à l'école des loisirs de remettre à jour leur site, parce que c'est ma référence et je me suis vraiment fondée là-dessus. Donc en tout cas, ça fait beaucoup. Voilà. Et puis alors, j'ai commencé il y a longtemps. À 19 ans, c'est ça? Hein, vous avez fait des études dans photographie, me semble-t-il. Parallèlement au livre, parce qu'on n'a pas le temps d'avoir fait des études de photographie à 19 ans. Donc vous faisiez aussi, donc vous êtes intéressé à la photographie. Donc votre œuvre est reconnue, hein, par la profession, avec de nombreux prix, puis par aussi le jeune public, puisque vous avez reçu le prix de l'illustration jeunesse et le meilleur album Ruelle Malmaison, prix Chrétien de Troyes, prix UNESCO pour la guerre, que j'ai découvert, voilà. J'avoue. Voilà. Le prix Livre-Image Union nationale culture et bibliothèque pour tous pour Laurent Tousseul. Je pense à la guerre parce que je crois que c'est un des albums préférés d'Aline Hébert-Matré qui est ici présente. Et comme moi je suis sur les réseaux sociaux, parce qu'on parlait du numérique, mais moi je suis aussi sur le trait numérique, j'ai vu qu'Aline Hébert-Matré adorait cet album. Et donc, dans vos albums, j'ai pris quelques illustrations pour révéler ce qui, moi, m'est apparu, c'est le pouvoir que vous donnez aux enfants. Ils ont un pouvoir immense, celui de penser, de rêver, de créer. Ils ont une connaissance du monde avant même que de naître. Ça, c'est dans Me voilà. Les tout petits ont le pouvoir de voler avec les mouches, c'est normal. Les cochons aussi, hein. D'ailleurs, je crois c'est dans La famille qui chante. Les cochons sont des enfants. Ben oui, mais les cochons sont des enfants. D'ailleurs, est-ce que ce sont des enfants? Est-ce que vous avez inventé une nouvelle espèce, hein. Ce serait presque des animaux. C'est entre les humains, les animaux, mais peu importe, les enfants s'y retrouvent très bien et nous aussi. Donc, ils ont ce pouvoir de créer, même de créer des grands frères, hein. Ça fait l'objet de votre dernier album. Et puis, vous aimez un petit peu inverser, justement, jouer un peu avec tout ça. Et puis les enfants, les petites filles comme Zusa sont des monstres, peuvent devenir des monstres. En tout cas, elles jouent aux monstres. Et puis les crocodiles, eux, ne font pas du tout semblant d'avoir peur, hein. Quand on voit la tête du crocodile, je ne sais pas si tu peux faire défiler cet ami. Il est encore plus dans la dernière illustration, dans la dernière... voilà. Vous voyez, on ne sait plus qui est le monstre, qui est la petite fille. Non, là, en écoutant ces premières prises de parole très intéressantes, je me disais que c'était quand même une situation un peu compliquée que la mienne, parce que à la fois, et bon, je ne vais pas me lancer dans un hommage à Access et à d'autres associations de ce type, mais on sait l'importance que ça a, le travail n'est pas terminé, etc., etc. Et en même temps, là, je suis devant une assemblée de convaincus. Donc c'est compliqué de ne pas, de pas enfoncer des portes ouvertes, quoi. Et là, je vais tenter un petit biais. Je ne sais pas si ça va vous parler. Est-ce que donc, plutôt que de dire et redire cette phrase parfaite qui est que les livres sont bons pour les enfants, et je pense que j'ai affaire à des convaincus, donc on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. J'aimerais bien parler des adultes qui regardent leur téléphone portable au lieu de poursuivre la conversation, mais voilà. J'écris des livres pour enfants, donc des livres pour enfants qui ne savent pas lire. Donc forcément, je suis obligée d'avoir, à un moment dans ce processus d'écrire pour les enfants, il y a un adulte qui est au milieu et qui est un adulte qui est un filtre. C'est-à-dire aucun adulte lecteur n'est d'une totale transparence,
une totale neutralité. Il agit vraiment comme un filtre, on pourrait dire comme un filtre, les filtres qu'on utilise en photographie, c'est-à-dire que si on décide de faire un portrait, on va utiliser un filtre rouge qui va éclaircir le teint ou des choses comme ça. C'est-à-dire que ça, la présence de l'adulte donne une couleur spéciale au récit. Puis on sait bien que, comment dire, c'est déjà une banalité que de dire ça. C'est aussi le cas quand un adulte lit un autre adulte. Je pense à certains libraires qui, juste en parlant d'un livre, arrivent à en vendre des tonnes, alors que dans toutes les autres librairies de France, ce livre est censé être un four dont personne ne veut, mais voilà, 95% du tirage sera vendu par ce libraire-là, qui lui saura en parler parce qu'il l'a aimé et qu'il y met quelque chose. Désolée pour l'enfonçage de porte ouverte, mais c'est quand même une chose voilà, à laquelle on est obligé de penser un tout petit peu. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce lecteur adulte qui lit à des enfants? Moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que quand un adulte lit pour lui, il lit un demi-article de journal, quelques notes dans un cahier, un roman, et peut-être il ne le terminera pas, et puis un reportage dans un magazine en attendant chez le dentiste. Et il ne se pose pas à chaque lecture la question de est-ce que cette lecture est bonne pour moi, qu'est-ce qu'elle m'apporte et qu'est-ce que l'auteur a voulu dire exactement. Non, il consomme des lectures variées. Et il en fait son beurre par la suite. Et il ne se demande pas lui-même de rapport ou de topo sur voilà, ce qu'il a lu. Quand l'adulte se met à lire à un enfant, sa position change un tout petit peu. Soudain, il est lesté d'une responsabilité tout à fait légitime. Le problème pour moi, auteur, c'est que il arrive que cette responsabilité lui pèse trop ou l'intimide trop et que ça le rende frileux, effrayé, et que ça abîme la transparence du filtre en quelque sorte. Lire des livres pour les enfants, c'est très bien, mais assez vite on commence à se poser la question de quel livre. Et moi, je suis obligée de constater, ne serait-ce qu'à cause des chiffres de vente de mes livres, et aussi des livres que je publie, mais aussi de le constater quand je me retrouve dans des bibliothèques, par exemple, que dès qu'on gratte un tout petit peu, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que un livre comme Zouza, dont vous parlez, dont je sais qu'il a été souvent utilisé par des gens d'Access et qui semble être une évidence pour peut-être la plupart d'entre vous, il faut savoir que les premiers titres de Zouza avaient été l'objet d'un tout petit tirage, c'était 3000 exemplaires, et que plus de 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, je crois, quand on a décidé de les rassembler, ces 3000 exemplaires n'étaient pas encore écoulés. Ça veut dire, c'est pour vous dire les ventes minuscules dont ces livres ont fait l'objet. C'est pas pour me plaindre des ventes que je dis ça, c'est pour vous dire que voilà, on dit voilà, j'ai une façade d'auteur pour qui tout va bien, mais ça ne repose que sur quelques titres. En réalité, il y en a beaucoup qui continuent leur petit travail de livre à très 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 bas bruit comme ça. Et j'ai l'impression que cette différence entre, pour rester juste sur Zouza, et encore une fois pas pour m'en plaindre, mais cette différence entre la réalité de la diffusion du livre et ce que certains d'entre vous ont pu remarquer quand ils le lisaient à des enfants, vient du fait que c'est des livres dont les adultes ne savent pas très bien quoi penser. C'est une petite fille qui ne ressemble pas à une petite fille vue de l'extérieur, parce que de fait, moi j'ai raconté cette petite fille depuis le dedans, donc elle est un tout petit peu trop expressive, ce qui la rend un peu grimaçante, ce qui fait qu'on a du mal à lui attribuer un âge. Et puis surtout, elle charrie comment dire,
des émotions qui sont peu répertoriées dans les livres pour enfants. Et voilà, ça crée un embarras. On voit que les succès les plus grands dans mes titres, mais aussi dans les titres que je publie en littérature jeunesse en général, c'est les livres où en fait, le livre propose un terrain de connivence entre l'enfant et l'adulte. Un humour sur lequel tout le monde peut se retrouver, par exemple, ou un folklore, pareil, qui a été bien identifié par les deux parties. Et je dis bien les deux parties, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une exigence de l'adulte, c'est qu'en face, l'enfant vous avez relevé, l'enfant petit, il est dans un âge où il est en train d'apprendre les règles du jeu, donc il s'efforce de faire le mieux possible, et si on lui tend une certaine figuration de l'enfant, ok, je vais pour celle-là. C'est cette histoire de compétences qui ne peuvent être, qui n'existent que quand elles sont reconnues par un adulte. Et très souvent, les livres pour enfants sont utilisés comme ça, et je ne crache pas dans la soupe, c'est très bien aussi, comme un espèce de terrain de point de rencontre, de terrain de connivence entre l'adulte qui le lit et voilà, le livre est suffisamment transparent, répertorié pour qu'il se sente à l'aise et il le communique bien avec tout son enthousiasme, sa chaleur, etc. Et en face, un enfant qui est ravi de jouer le jeu et qui va aussi abonder dans ce sens-là, et ça devient les livres préférés. Voilà. Et c'est ce type de livre-là qui me fait dire que cette littérature jeunesse est une littérature de genre. C'est-à-dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ne sont pas du tout d'accord avec ça, d'auteurs jeunesse qui ne sont pas d'accord avec ça. Moi, j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire sans ces règles du jeu, ces paramétrages, quoi. J'en parlais avec un ami philosophe qui s'appelle Pierre Zawi. Je parlais de ça, cette littérature de genre, ces livres de connivence, etc. Et il a eu cette phrase qui m'a fait un petit Big Bang dans le cerveau, il m'a dit, en fait, ce que tu me décris, c'est une littérature sous l'occupation. C'est la folie de Pierre, mais c'est une phrase assez géniale, parce que ça implique quoi? Ça implique aussi que là-dedans, dans cette chose de connivence entre les adultes et les enfants, l'auteur, qu'est-ce qu'il vient faire là? En fait, l'auteur, c'est le roi du marché noir, quoi. C'est-à-dire qu'il va s'agir de faire passer des choses, mais en contrebande et avec une surface, une surface lissée sur laquelle tout le monde va pouvoir en convenir. On a là un livre, on va y prendre plaisir, etc. etc. Pour rompre ce ruban de parole, j'avais envie de vous lire un livre d'un auteur que je publie, qui est Adrien Albert, qui pour moi fait une bonne image est une bonne illustration de ce... Je peux? J'ai le temps? Il s'appelle Train fantôme. Je veux bien. Les images, voilà. Ça va être trop petit là, les images, mais c'est pas grave, vous serez obligé d'aller consulter le livre en bibliothèque, l'acheter même. Train fantôme. Pour mon anniversaire, ma grande sœur m'invite à la fête foraine et j'ai le droit de choisir le manège que je veux. Alors, pas la chenille, pas le carrousel, pas les autotamponneuses, ni la pêche au canard. D'ailleurs, pêche au canard, c'est pas un manège. Moi, ce que je veux, c'est le train fantôme. Et là, on voit la grande sœur qui dit « Tu es sûre, Lulu ?» Et le petit qui dit « Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. » Alors là, il y a une scène de dialogue. « Tu ne vas pas avoir trop peur ? Si tu as trop peur, souviens-toi que tout est pour de faux, d'accord ? Je n'aurai pas trop peur. » Regard du petit garçon, la porte. L'employé du train fantôme nous installe dans un wagon tête de monstre. On attend notre tour. À l'intérieur, des gens rigolent et crient. Soudain, une secousse. Le wagon démarre. Au départ, on avance dans le noir et il ne se passe rien du tout. Et puis, d'en haut, d'en bas, des créatures surgissent et essaient de nous attraper.
Et là, droit devant un énorme chien taureau nous guette. Les rails du train fantôme filent droit vers sa gueule. Zbuarf, fait le chien. Oui. On voit plus rien. Ça va, Lulu? C'est le monstre qui nous digère. Arrête! Hihi, tu as peur alors? Non, pas trop. Vlam! Une porte s'ouvre. Nous voilà dehors tout en haut du manège. L'air est frais et mon cœur bat moins vite. On est presque aussi haut que la grande roue, mais... Et on replonge dans le train fantôme. Blou! De nouveau dehors. Alors? Demande la grande sœur. Et là, on a un petit silence sur le visage. Petit garçon. Alors, le train fantôme est mon manège préféré. Juste pour vous donner une illustration avec cette histoire que j'adore, du lycée de l'album. La conclusion n'est pas très didactique. Alors, c'est mon manège préféré. On sent bien, on sent bien que le cœur de ce qui est raconté n'est pas dans la forme anodine de ma grande sœur m'a offert un cadeau d'anniversaire et le truc est mon manège préféré. Ça, c'est les conventions du genre, c'est le lycée du genre. Et on voit bien qu'au centre de ça, par cette histoire de train fantôme, on a juste approché, enfin touché, palpé, plein de questions sur... voilà. Enfin, c'est même pas des questions, en fait, c'est des ressentis, c'est pas du tout des questions. Aimer avoir peur, ne pas aimer avoir peur, évidemment. Quelque chose de la pulsion scopique aussi, que je trouve très très bien mise en scène avec la couverture. Pourquoi s'infliger ça? Et tout ça n'est pas débattu. Tout ça est proposé à l'enfant sous la forme extrêmement lisse d'un boa en train de digérer, là, pour reprendre l'image de l'autre. Le truc est dedans, mais personne n'y touchera. Cette forme lisse, on peut aussi la comparer à une sorte de politesse de l'auteur, c'est-à-dire que si l'enfant n'a pas envie d'y toucher, c'est bon, il y a la porte de sortie, il n'est pas obligé de rester pris dans les tourments du sujet. Il a une porte de sortie. Par contre, si ça l'a un tout petit peu intéressé, rien ne l'empêche de tourner les pages à l'envers et d'y retourner, quoi. Et tout le quand je dis que le travail de l'auteur, c'est le travail de faire fonctionner le marché noir, c'est que personne n'est dupe, en fait. Ni l'adulte, pour le peu qu'il se penche un peu sur le livre qu'il est en train de lire, ni l'enfant, évidemment, à qui on raconte cette histoire, mais tout le monde souhaite vraiment qu'on y mette les formes, quoi. Qu'on ait cette apparence de choses anodines, donc voilà, lycée. Je ne trouve pas bien mes mots. Oui, d'une certaine manière conventionnelle, absolument. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Je peux juste faire une petite remarque, parce que on a souvent, avec, là je vois Nathalie Verneau qui est là, Isabelle Sauer, les lectrices Accès, nous en parlent souvent, c'est les parents sont, ou d'ailleurs les professionnels sont confrontés à ce choix parfois, parce qu'on parle beaucoup du choix Accès, le choix de livres, mettre à disposition des livres, à la liberté de l'enfant de choisir le livre qui lui convient, de le lire comme il veut, quand il veut, s'arrêter, effectivement, vous disiez ça, quand il le désire. Et parfois, le problème vient plus des adultes qui s'autocensurent. Et on avait, lors d'un dernier séminaire animé par Dominique Morel, Evelio Cabrero Parra et Christine Insera, une lectrice qui n'est pas là aujourd'hui, une professionnelle justement qui nous disait je suis très embêtée parce que dans ma structure, c'était des bibliothécaires, hein, eh bien on refuse de lire des livres qui font peur. Voilà.
typiquement. Et puis alors, d'où la grande question, mais c'est quoi un livre qui fait peur? Parce que vos peurs ne sont pas forcément celles de l'enfant. Enfin, voilà, ce sont des vastes débats, mais... Je voulais en arriver à ça plus tard, mais enfin, puisque c'est le sujet, allons-y. Très souvent, les livres qui font peur à un enfant ne sont en fait que l'écho d'une peur qui est dans la vraie vie, qui n'est pas dans le livre. Voilà, c'est vraiment l'idiot qui regarde le doigt et pas la lune, quoi. Moi, je crois pas très enfin, je crois pas aux livres. Non, je ne crois pas aux livres traumatisants. C'est-à-dire qu'il y a même des très mauvais livres, très mal fichus, sur lesquels j'aurais envie de dire en tant que professionnel que l'auteur a merdé. Si l'enfant ne se sent pas concerné par ce qui est dedans, on s'en fiche. Et si j'avais quelque chose à marteler là, pendant cette rencontre, ce serait ça, c'est de faire un tout petit peu confiance aux enfants, de la même manière qu'un adulte ne sera pas traumatisé par des lectures qui ne lui évoquent rien. Accorder cette confiance à l'enfant et accepter de lire tout ce qui passe, des bons livres, des mauvais livres, etc. C'est à l'enfant de faire son marché, quoi. Et comme je suis quand même dans le rôle de l'auteur, je voulais un tout petit peu aller plus loin dans les outils qu'on a pour mettre en place cette contrebande. Parce que là, on a évidemment beaucoup parlé de l'oralité, de la lecture de l'adulte, ce qui sous-entend le texte, en fait. Or, on voit bien, on est en train de parler de livres qui sont abondamment illustrés. Ça fait déjà... je voudrais juste vous sortir un petit quelque chose de mon carton. Alors, ce que je vais vous montrer là ne vaut pas du tout pour tous les auteurs et illustrateurs, mais enfin, c'est comme ça que moi, je travaille. Moi, je commence toujours par l'histoire. Et l'histoire, c'est pas le texte, vraiment pas. C'est pas les dessins, c'est l'histoire, ce qui va se passer, les situations. Mais à ce stade-là, je ne sais pas encore comment je vais mettre en scène cette situation. Je ne sais pas si je vais dire la situation, la montrer, très peu la dire. Voilà. Je commence par l'histoire, et cette histoire, je mets extrêmement longtemps à l'élaborer. Je souhaite aux autres auteurs illustrateurs d'être moins longs que moi, mais moi, c'est une moyenne de 3 ans à peu près pour être contente de mon machin. Et pendant ces 3 années, évidemment, je travaille à d'autres livres, mais en règle générale, je ne touche pas aux livres à venir, parce que quand j'essaye de m'y mettre trop tôt, ce que je pose sur le papier et qui me revient au visage comme un boomerang, et je vois juste que c'est mauvais, quoi. Et ça m'enlève l'envie de le faire. Donc, je garde ça juste dans un coin de cerveau, et ça... Voilà, ça marine, ça mûrit, ça cuit, voilà. Et quand enfin je m'y mets, parce qu'à un moment, il faut quand même bien s'y mettre, la forme que ça prend, c'est celle-là. C'est-à-dire, pas un texte, mais un storyboard, quelque chose qui est à la fois du texte et de l'image. Je raconte aux enfants souvent pour leur figurer la chose que c'est comme si j'avais un film dans ma tête, sauf que là, je dois faire un livre. Donc, il n'y a plus le son, ça ne bouge pas, etc. Et donc, j'appuie sur pause à tous les moments clés de mon histoire pour extraire, voilà. C'est comme un photogramme, quoi. C'est comme si le livre était une série de photogrammes du film que j'ai dans la tête. Voilà, donc quand j'ai fait ça, je sais page après page ce qu'il faut que je dessine pour arriver pour arriver à raconter mon récit. Voilà, je fais un dessin, par exemple. Et très souvent, quand je montre ce petit process aux enfants, je leur dis, alors voilà, j'ai ce dessin-là, et maintenant, on voit bien, il y a une place qui est laissée pour le texte, on mettra le texte plus tard, et puis maintenant, on va le colorier, n'est-ce pas ? Et je leur demande de spéculer sur les couleurs. Alors, les arbres, ça va être marron, hein, les feuilles plutôt vertes. Gros débat sur la couleur du chat, certains voudraient qu'il soit orange, d'autres avec des taches, etc. etc. Et le ciel derrière, on va le faire bleu. Bref, je vous passe les étapes. Et puis, je finis par leur montrer, voilà, l'image finale, qui évidemment fait preuve de quelque chose, c'est que ça fait preuve de mise en scène. C'est-à-dire qu'après après s'être demandé de quelle couleur allaient être les arbres, si moi je les fais verts, c'est que soit
j'ai une maladie genre daltonienne, mais voilà. Soit c'est qu'il y a une intention à ça. Et, et je pense que même sans cette espèce de petite démonstration que je vous fais là et que j'ai fait à des centaines d'écoles, enfin, des centaines d'enfants dans des centaines de classes, je pense que même sans se le formuler, quand un enfant est face à une image d'album, il perçoit que c'est une image qui est mise en scène et que donc il y a une intention. Et ça, déjà rien que par l'image, on sait bien qu'on n'est pas dans la transparence à laquelle prétend l'adulte qu'il est l'histoire. Voilà, tout est clair, les intentions de l'auteur sont parce qu'il y a cette charge dans les images qui fait apparaître les intentions d'une troisième personne, même si elle est pas là, et qui sous-entend qu'il y a du propos, et que le propos, on ne va pas forcément le faire passer par des mots et par voilà, une intention, un discours établi comme ça, quoi. Et dans cette élaboration, est-ce qu'il y a des mots quand est-ce qu'ils arrivent, les mots, justement? Est-ce que Alors déjà, sur cette petite... dès le départ, il y a des fragments... Non, c'est des fragments du texte, en fait. C'est des fragments du texte, mais très souvent, je suis trop rapide. Ah bon, voilà. Donc 3 ans de maturation et après trop rapide. Voilà. Okay. C'est-à-dire que c'est tellement compressé. Voilà, Donc très souvent, en fait, je reprends le texte à haute voix, et chaque fois que, comment dire, il y a des à-coups, ça accroche, je dépiote. Alors ça, c'est une technique que m'avait, je dirais pas apprise Florence, mais c'est elle qui m'a aidé à mentaliser ce que j'étais en train de faire. C'est qu'à l'endroit où ça accroche, on se met à raconter absolument tout ce qui se passe. C'est-à-dire, voilà, il entre dans la cuisine, c'est trop brutal. Alors, il s'est levé, il a mis ses chaussons, il s'est dirigé vers la cuisine, il a posé sa main sur la poignée, la porte s'est ouverte, il est entré, quelques pas, le voilà. C'est extrêmement trop long et ennuyeux surtout. Mais dans cette espèce de déroulé, très souvent, il y a la phrase qui va faire image et qui va, comment dire, saisir la scène. C'est un peu trop chimique pour que je puisse l'expliciter, mais voilà. Quand le texte n'est pas bon, c'est à ce petit exercice-là que je me livre. Je déploie toute la situation, et dans ce déployer, il y a la bonne phrase en général. Oui, donc il y a tout de suite voilà, la mise en scène, et on ne peut pas ignorer la mise en scène quand on lit un livre. Même, voilà, la mise en scène est donc la parole d'une troisième personne qui est forcément aussi complexe et chargée que le lecteur apparaît de cette manière-là. J'avais fait une liste des petites choses, des petites astuces de l'auteur pour justement entrer dans le genre et y raconter ce qu'il a envie de raconter sans perturber les formes. Alors déjà, oui, quand je vous parlais de mise en scène, chaque fois qu'on parle de mise en scène, en fait, on parle d'ellipse. Tout n'est pas dit. On ne dit pas que les troncs d'arbres sont marrons. Ce qui veut dire que la réalité telle qu'elle est vue, on l'a laissée tomber, et qu'il s'agit d'une réalité plus émotionnelle, en fait. Et les réalités émotionnelles, c'est celles qui pénètrent le mieux dans le cerveau et qui vont, on l'espère en tout cas, amener la situation à se recréer. Voilà, enfin, c'est le regardeur qui fait l'œuvre, quoi, pour le dire en un mot. On donne pas tout. Ne pas tout donner, c'est la meilleure manière de permettre au lecteur que ça se recrée dans son cerveau. Encore une fois, là, c'est un enfonçage de porte ouverte. Quand vous lisez des petits caractères noirs sur du papier et que vous voyez la scène, il se passe la même chose. Voilà. Il y a aussi, comme vous l'avez sûrement perçu dans le livre d'Adrien Albert, que je vous ai lu, le fait que la fin n'est pas forcément à la fin. La fin, dans le sens la finalité, peut se trouver ailleurs qu'à la dernière page. Du moment que la dernière page fait une bonne porte de sortie. Qu'est-ce que j'avais listé d'autre ? J'avais pensé vous parler aussi du travestissement.
c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le fait d'utiliser par exemple beaucoup d'animaux, ou avant, dans le conte plus traditionnel, d'utiliser des princes et des princesses et des lointains pays. Et voilà, toutes ces astuces permettent de mettre un écart, de mettre une distance entre, je veux dire, un enfant qui ouvre, je ne sais pas, Laurent tout seul, une histoire que j'ai racontée où il est question d'un petit lapin qui tourne en rond chez lui et qui va décider de partir tout seul comme un grand. À voir ce petit lapin avec son petit pantalon et son petit tracteur en jouet, etc., etc., on comprend assez vite, même quand on a 2 ans, que ce personnage-là n'existe pas dans la faune sauvage. Voilà, on n'a pas besoin de le mettre en mots, c'est un indicateur de fiction. Et cet indicateur de fiction donne, comme toutes les autres choses que j'ai essayé de lister là, la liberté à l'enfant de se prendre l'histoire en pleine poire ou pas. Parce que ça ne se passe pas en vrai, c'est pas faux non plus. C'est la réponse que j'adore faire aux enfants et ça les laisse complètement perplexes, comme quoi c'est peut-être pas forcément la bonne. C'est pas en vrai, c'est pas en faux, c'est en livre. Voilà, c'est en fiction. Et puis je voulais en revenir à cette histoire d'émotion. Je vous raconte une anecdote. Un jour, j'ai été contactée par une maîtresse d'école maternelle. Elle avait des moyennes sections dans une ZEP à Paris. Et donc, elle avait lu une thèse, j'ai oublié la personne qui l'avait produite, qui disait que le problème avec les livres dans l'école, l'entrée de la littérature jeunesse dans les classes, c'était que ça creusait le fossé entre les enfants qui ont des livres à la maison et qui sont déjà habitués au processus de la fiction, et ceux qui n'avaient pas de livres à la maison et pour qui, voilà, on n'allait pas au-delà du bout de carton, quoi. Et des gens ont écrit des thèses là-dessus. Voilà. J'ai oublié le nom de cette personne, mais je vais la googliser pour... Voilà. Et cette maîtresse donc de ZEP, vraiment une maîtresse exceptionnelle, se dit, après tout, peut-être, je veux dire, j'ai des enfants en grande difficulté, allons voir de ce côté-là. Et donc, ce que préconisait cette chercheuse, c'était de commencer en début d'année, avant d'arriver aux livres vraiment de fiction, de commencer avec des livres type Petit ours brun, qui parlaient très concrètement du vécu de l'enfant et qui permettaient à l'enfant de reconnaître qu'entre le livre et lui, il y avait des connexions. Donc, cette maîtresse scrupuleuse, maîtresse Pascal, avait commencé par Petit ours brun ou des équivalents, certains livres d'Anton Kring, par exemple, avec Norbert, etc. etc. Et alors, ce qu'elle remarquait, c'était qu'il y avait sur son petit banc d'enfants, là, il y avait ceux qui, manifestement, avaient des livres à la maison qui suivaient, et puis les autres qui allaient voir ailleurs. Pas très convaincus. Et un jour, mais c'était pas une Vaugeladiste convaincue du tout, hein, par ailleurs. Et puis un jour, elle ramasse encore une fois une histoire de Zouza, je ne sais plus laquelle c'était. Dans la bibliothèque de l'école, le livre est petit, elle le tente, et là, le public est captivé. Merci pour moi, je m'envoie des fleurs. Et elle se dit, il y aurait peut-être quelque chose à revoir. Je m'envoie des fleurs, hein. Je suis désolée, mais c'est une anecdote. Je pars d'anecdotes. Je devrais la transfigurer avec des livres d'autres personnes que j'apprécie. Voilà, il faut effectivement établir une connexion entre le vécu de l'enfant et le livre, mais peut-être que son vécu, c'est pas Petit ours brun qui met des chaussons avant d'aller dîner. Quand elle m'a raconté ça, ça m'a fait beaucoup rire parce que je viens d'une famille de super babacools et je me souviens d'avoir eu sous les yeux Petit ours brun et pour moi, c'était d'un exotisme total.
Je veux dire, qu'on ait des chaussons pissola, là, des espèces de petites charentaises, là, comme ça, c'était... Waouh, on m'aurait raconté un conte inuit, c'était pareil, quoi. Donc voilà, cette tournure de pensée table sur un vécu de l'enfant dont personne ne sait évidemment rien. Alors que entre les enfants et les adultes, on a un commun qu'on aurait tort d'oublier. C'est qu'on est tous pétris dans la même humanité et que dès 3 mois, la colère, la frustration, la jalousie, l'envie, la joie, l'excitation, ça, on a en commun. Donc, le truc, ce serait plutôt de faire, si on veut s'adresser aux enfants, ce serait plutôt de faire des livres avec ça. Ça, c'est le commun certifié, quoi. Bon, ça, on est certain de ne pas se tromper si on parle de ça. Alors, ce que j'explique souvent aux enfants que je rencontre dans les écoles, c'est que je l'explique de cette manière-là. Bon, voilà, mon garçon rentre de l'école, parce que maintenant j'ai un enfant, j'en avais pas quand j'ai commencé, évidemment, mais maintenant j'ai un grand garçon qui va sur ses 10 ans, qui s'appelle Amir. Voilà, là, je le vois là. Donc, ce grand garçon rentre de l'école et il m'explique, oui, alors aujourd'hui, non, c'était pas bien parce que moi, je voulais jouer avec machin, mais machin, il voulait jouer au foot. Donc, tu sais que moi, j'aime pas jouer au foot. Donc j'étais frustrée. J'étais contrariée. Il dit pas le mot contrariée, mais il me raconte une contrariété. Et moi, lui racontant ma journée, bah, je peux faire pareil. Oui, tu comprends. Déjà, j'avais pas envie d'aller faire les courses, mais bon, il y a machin qui vient dîner, donc je voulais des tomates en boîte. Donc je suis allée à la supérette et il n'y avait pas de tomates en boîte. Donc j'ai dû descendre tout en bas au casino. Et bien, figure-toi qu'il n'y en avait pas non plus. J'étais contrariée. Et donc, on a ce commun de la contrariété. Si, moi, ces histoires de cours de récréation, ça m'ennuie prodigieusement. Mais vraiment prodigieusement. Surtout que j'ai un garçon très bavard. Donc, je ne vais pas faire un livre de cours de récréation. Parce que, vu le temps que ça me prend de faire un livre, voilà. Par contre, mes histoires de supermarché, ça ne m'intéresse pas non plus. Et d'une certaine manière, ça ne m'intéresse pas non plus. Donc, il s'agit de prélever là-dedans le petit commun, c'est-à-dire l'émotion, et même au-delà de l'émotion, la courbe émotionnelle, je dirais. C'est-à-dire comment ça arrive, comment ça se développe, qu'est-ce que ça met en regard, etc., etc. Et cette courbe émotionnelle, en fait, je vais la customiser. Vraiment, c'est ça le truc, quoi. Je vais la customiser avec tout ce qui fait tout ce qui fait la batterie, la petite mallette de l'auteur de littérature jeunesse, tout ce qui fait le genre. Alors, voilà, un lapin en place de l'enfant, ou même un lapin en place de l'adulte en réalité, puisque je pars quand même énormément de ce qui me préoccupe moi. Et puis, on va essayer de styliser pour arriver à quelque chose qui soit, voilà, qui ait cette simplicité, cette évidence, ce lycée dont je vous parlais au début en vous montrant le livre d'Adrien. Je vous avais parlé en démarrant de la responsabilité que l'adulte endossait quand il s'apprêtait à lire un livre aux enfants. Et très souvent, on me demande, mais alors, quoi, vous autorisez à parler de tout? C'est ce que j'ai l'air de dire. Alors à la fois oui, et en même temps, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité de l'auteur adulte, comme il y a une responsabilité du lecteur adulte. Moi, la mienne, je la mets dans le fait de raconter des histoires qui soient totalement compréhensibles au premier degré de lecture. C'est-à-dire que, toujours dans cette idée de ne pas préjuger du vécu des enfants, ni de leur, ni de leur milieu, et encore moins de leur culture, j'essaie et dans mes livres et dans les livres que je publie, si j'ai une petite marque de fabrique dans les livres que je publie, je crois que c'est celle-là, c'est de faire en sorte que sur le premier degré de l'histoire, vraiment, tous les éléments qui sont nécessaires à comprendre ce premier degré sont dans le livre. Je ne vais pas utiliser d'hors-champ, ou vraiment de façon très anecdotique. Ça ne sert pas à la compréhension du livre. Et c'est, encore une fois, une forme de politesse, c'est-à-dire je te donne tout ce qu'il faut pour comprendre ce que je te raconte, pour que ça fasse écho en toi ou pas si tu n'en as pas envie. Mais en tout cas, tu as tous les éléments.
les livres que j'aime le moins, c'est les livres qui impressionnent sans donner les clés par lesquelles ils produisent leurs effets, quoi. J'ai pas envie de citer de titres de confrères, je vous le livre comme ça, mais je pense que dans vos lectures, vous en avez sûrement croisé des livres, par exemple, pour reparler de la peur, qui jouent de l'imagerie terrifique sans qu'il y ait de tenants, d'aboutissants, de mise en contexte, etc. Je ne veux pas tabler sur... voilà, quand j'ai des choses dures à raconter, j'ai fait certains livres, vous parliez de la guerre tout à l'heure, mais il y en a des même pires que ça. Le garçon qui ne connaît pas la peur, par exemple, qui est une adaptation d'un conte de Grimm, qui est encore pire. Hein. Le conte de Grimm est 1000 fois pire que le mien, où il est tout simplement question de deuil, et de qu'est-ce qu'on fait d'un deuil, et comment on fait un deuil, et en quoi le deuil vous change, etc. Ce pas des sujets marrants. Mais comment dire, comme je ne peux pas, comme je ne sais pas ce que l'enfant a vécu avant, il faut que je mette dans le livre tout ce qu'il faut pour comprendre cette situation, quoi. Alors pas la comprendre dans le sens l'auteur a voulu dire que. Les auteurs ont horreur de cette question parce qu'a priori, ce qu'ils ont voulu dire, si c'est pas là dans le livre, c'est que le livre est raté, quoi. Mais et peut-être que certains le sont, hein, dans mes livres, je dis pas. Mais voilà, c'est pas arriver à une formulation qui pourrait être comme ça, pitchée en un mot, parce que le livre est évidemment plus gorgé de choses que ça. Mais je sais que j'ai ce souci-là dans l'élaboration du livre, qui se fait vraiment comme un montage de film, en réalité, par petits ajouts d'images, de textes, par le découpage, beaucoup, etc. Par le rythme, de mettre tous les éléments qui sont vraiment nécessaires à l'intellection de ce que je raconte sont dans l'objet. Facile, pratique, portable, achetez-le. Voilà. C'était pas là-dessus que je voulais conclure, mais je crois qu'on va s'arrêter parce que vous devez avoir les oreilles qui chauffent là, à la fin de cette matinée. Non, on a surtout l'esprit en ébullition là, parce qu'il y a plein de belles choses. Merci beaucoup, Anaïs.